Cerno, une anti-enquête. Épisode 127. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. Thierry Paulin. C'était la fin du monde. Thierry, ne crois pas que je t'aime pas, je t'aime de tout mon cœur. C'était horrible. Horrible. Tout cela nous fait peur. J'ai souvent rêvé que Madame Secaresco trouve une forme de place ailleurs que dans ma mémoire. Julien Cernobori. C'est peut-être bien la mort. J'aimais la piscine. À ce moment-là, l'homme la suit dans l'escalier. La vie, elle est dégueulasse et tout ça, mais bon, c'est des gens qui savent pas vivre, c'est tout. Est-ce que tu veux un thé ? Moi ? Quelle drôle de question. Cerno. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Voilà. 3, 2, 1. Alors, je suis pas rentré à mon bureau parce que j'avais envie de revenir sur le lieu du crime, celui de Germaine Petitot, le premier crime, au 43 rue Le Pic. Alors, vous vous souvenez que Thierry Paulin n'avait pas tué Germaine Petitot, il l'avait agressée, et on ne sait pas très bien si elle était morte de ses blessures, quelles ont été les conséquences de cette agression. Mais en tout cas, c'est un peu le premier crime répertorié de Thierry Paulin. Même si en vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que Paulin a tué une femme avant Germaine Petitot. Et je ne sais pas pourquoi cette victime n'a jamais été mentionnée nulle part. Sauf par le commissaire laitier. Bref, je suis devant le 43 rue Le Pic. Il y a un camion noir, immatriculé en Ukraine, devant la porte. Le coiffeur Raymond est fermé. Le magasin Poussière d'étoiles a changé de nom. Il est fermé aussi. Il fait assez frais. Il y a du vent. Il y a des touristes qui photographient. Une plaque en face des fenêtres de Germaine Petitot. J'avais jamais remarqué, mais elle dit que Vincent Van Gogh a vécu ici chez son frère Théo de 1886 à 1888. C'était 100 ans avant le crime. Et j'avais envie de revenir sur le premier lieu de crime, donc, pour me souvenir de l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a 5 ans, quand j'ai commencé ce podcast. À l'époque, je m'étais lancé à corps perdu dans cette histoire. Et je me souviens que j'avais pris mon enregistreur un après-midi d'hiver. Il faisait assez doux. Et j'étais venu ici avec une certaine appréhension, sans trop savoir ce que j'allais faire, mais aussi avec une grande naïveté, je crois. Et j'imaginais pas à l'époque toute l'ampleur qu'allait prendre ce travail, ce podcast. Aujourd'hui, j'ai produit 127 épisodes. Je dois être pas loin des 6 millions d'écoutes, je crois. Et moi, je ne suis plus le même, très certainement. Ça a été 5 années de travail acharné. J'ai dû me tenir à une hygiène de vie très stricte. J'ai vraiment mis ma vie personnelle entre parenthèses pour pouvoir tenir, sans pouvoir vraiment me reposer ou prendre des vacances. Parce que, vous n'êtes peut-être pas du métier, mais produire un podcast documentaire, tout seul, c'est presque impossible. Ça n'arrive jamais. Souvent, il faut des équipes complètes pour mener à bien un tel projet. Même si ça a l'air facile comme ça. En tout cas, j'ai pas été vraiment tout seul. Il y a 2 personnes qui m'ont aidé, surtout pour le montage. D'abord Farah, et ensuite l'anti-inspecteur Pierre Mouchel, et je les remercie vraiment tous les 2 de m'avoir épaulé quand j'en avais besoin. Mais surtout, je constate que j'ai eu des phases de découragement, de dépression, même si tout ce travail m'a procuré une immense joie, m'a donné beaucoup d'énergie. Toutes ces rencontres m'ont vraiment ravi, réconforté, nourri. Mais là, donc, ça fait 5 ans. Et justement, je lisais un livre, il y a quelque temps, qui s'appelle La ville des vivants, d'un journaliste italien, Nicola Lagioia. Et après 5 ans d'enquête sur un crime terrible qui a eu lieu à Rome dans les années 2010, voici ce qu'il écrit. C'est à ce moment-là que je pensais qu'il me fallait prendre mes distances avec cette affaire. Je devais lâcher prise. Il était temps. Mon besoin de comprendre était devenu une dépendance et je risquais de succomber. Pendant un moment, on creuse un homicide. Mais ensuite, c'est l'homicide qui creuse implacablement en soi.
On commence à tout interpréter en fonction de l'affaire. On voit des signes, des coïncidences, des prémonitions partout. On est contaminé sans s'en rendre compte par l'objet de son enquête. Arrivé à un certain point, on ne peut pas creuser plus. On ne peut plus faire la lumière et c'est la nuit. Un vide éthéré et aveugle se met à occuper l'espace en soi. Alors il faut tourner la tête dans une autre direction. Se détacher de l'affaire pour conserver au moins l'espoir que la dernière pièce, la plus importante, celle qu'on n'a pas réussi à trouver, apparaisse sans qu'on s'en aperçoive. Voilà, les mots de ce journaliste résonnent fort en moi. Et cette idée qu'au bout d'un moment, à force d'enquêter, c'est l'homicide qui creuse en soi, me terrifie. Je me mets au soleil parce qu'il fait froid. Et je me rends compte aussi, depuis quelque temps, que mon travail remue beaucoup de choses. Je travaille sur une affaire criminelle, certes, mais au fond, c'est la noirceur du monde, le vrai sujet. Je remue, je vais creuser dans ces ténèbres. Et donc je prends conscience que ce travail peut parfois révéler d'étranges comportements chez certains auditeurs. J'ai vécu récemment une situation qui ressemble à du harcèlement. Des personnes inquiétantes qui rôdent autour de moi depuis plusieurs années ont essayé par tous les moyens de s'immiscer dans ma vie. Et petit à petit, l'air de rien, elles ont commencé à prendre le parti des tueurs. L'une d'elles n'a d'ailleurs pas hésité à affirmer que c'est Thierry Paulin lui-même, qui m'a choisi pour mener cette enquête. Puis ces personnes ont vraiment commencé à défendre les tueurs, parfois avec virulence, avant de se retourner contre moi et de s'attaquer à ma personne. C'est glaçant. C'est comme si j'avais créé un monstre qui se retourne contre moi. Je dois donc être vigilant et me protéger, voire me retirer. En plus de tout ça, je me dis que ça fait plusieurs mois, en tout cas dans cette dernière saison, que je travaille sur les tueurs. Et je me demande si je me suis pas perdu dans mon enquête. C'est pour ça que je voulais revenir ici, au 43 rue Le Pic. C'est parce que je crois qu'au début, ce qui m'animait, c'était vraiment de travailler sur les victimes. Et les tueurs se sont petit à petit invités dans mon travail. Et je pense que c'est ça qui peut laisser des séquelles. C'est ça qui fait que parfois, j'en peux plus. Je veux plus entendre parler de Thierry Paulin ou Jean-Thierry Mathurin. J'en viens à me demander pourquoi je fais tout ça. À quoi ça sert? C'est un investissement énorme pour moi. Ça me permet tout juste de gagner ma vie. Et encore depuis pas longtemps. Je remercie d'ailleurs celles et ceux qui m'aident à financer ce travail sur Patreon. Je pense qu'à présent, je dois prendre un vrai recul. Il faut que je fasse une pause, une coupure. Sinon, je suis perdu. Et voilà, je voulais vous annoncer que je vais m'arrêter plusieurs mois. J'ai envie de retrouver un peu de liberté. Et je ne sais pas si je serai capable de reprendre. Ça me rend triste. Mais je crois que je peux pas faire autrement. Il faut que j'essaie de me reconstruire. De reprendre des forces. Je voudrais vous remercier pour toute votre écoute, vos innombrables messages, vos contributions et votre compréhension. Est-ce qu'il faut remuer un passé qui ne doit pas l'être ? Vous allez y laisser des plumes à force. C'est beau mais c'est désespéré. Allongé dans son couloir. Étranglé, poignardé. C'est le début de la décadence. La société produit les serial killers. Elle a été violentée, cette femme. C'est un Elle a été pervers. martyrisée avec des ciseaux. Crime presque de masse. Elle hurle. Ferme ta gueule, salope, etc. Une boucherie. Il filait ses victimes jusque chez elle. Ils l'ont massacré. L'espèce humaine est cruelle. Eh, je me suis armé d'un Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement. 3, 2, 1. Alors cette fois, je suis rentré à mon bureau. Et bien sûr, comme à chaque fois que j'ai voulu faire une pause dans ce podcast, je suis étrangement rattrapé par l'affaire. Figurez-vous qu'une des premières victimes, Alice Partouche Benaïm, je pense que vous vous souvenez d'elle, Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin l'ont tuée le 7 novembre 1984, au numéro 15 de la rue Marc-Seguin, dans le 18e, et c'est à elle qu'ils ont fait avaler du desktop. C'est probablement le crime le plus violent qu'ils aient commis. Eh bien, Alice Partouche Benaïm est en train de réapparaître dans ce podcast
Et elle revient par l'intermédiaire de 2 personnes. La première, c'est un ami d'une amie à moi, qui est apparenté à Alice Partouche Benaïm. Et la deuxième personne, c'est son arrière-petit-fils, qui s'appelle Théo, et qui m'a envoyé un très beau message sur Instagram, que je vous lis. Bonjour Julien, nous ne nous connaissons pas. Je viens de redécouvrir votre podcast grâce à votre intervention chez Ondelat, que j'avais écouté pour la première fois en 2020, lors de vos premiers épisodes. Ils m'ont permis de redécouvrir une part importante de mon histoire familiale. Alice Partouche Benaïm était mon arrière-grand-mère. Grâce à l'épisode 60, j'ai également pu apprendre la localisation de sa tombe, sur laquelle je me rendrai dès demain. Ces 2 filles sont encore en vie. Colette étant ma grand-mère, dont je suis aujourd'hui très proche. Elle est très âgée, et je n'ai jamais parlé de cette histoire avec elle. Les quelques éléments que j'ai pu avoir sont toujours venus de ma mère, bien qu'il s'agisse d'une histoire dont nous ne parlons pratiquement jamais. Ma grand-mère et ma mère me parlent en revanche très souvent d'Alice de son vivant, une petite dame joyeuse et solaire, bien que parfois un peu autoritaire, mais chez qui toute la famille adorait se retrouver. Et comme pour redonner une ode à la vie, ma sœur est née pile 100 ans après Alice, à 4 jours de son anniversaire, et porte aujourd'hui son prénom comme 2e prénom. Ma mère m'évoque souvent la volonté de pouvoir retrouver la tombe de sa grand-mère, mais elle n'ose pas en parler à ma grand-mère, de peur de réveiller cette triste histoire. Grâce à vous, je sais que ce sera désormais possible, et je tenais simplement à vous dire merci. Continuez votre podcast, même si je n'ai pas la force morale d'écouter tous les épisodes. Il est tout simplement excellent. Eh bien, je crois qu'après la lecture de ce message, je ne peux pas me résoudre à arrêter. Il faut que je continue, parce qu'on me le demande. Et c'est là que mon travail prend tout son sens. Redonner une mémoire aux victimes. Recréer un lien entre elles et les vivants. Un lien qui avait été rompu par les coups terribles de Paulin et Mathurin. Donc c'est décidé. Je vais enquêter sur ces 2 pistes. À suivre. Et je vous donne rendez-vous à l'automne pour la 7e saison de Cerno. Cerno, une anti-enquête. Merci à Rebecca Zlotowski, Céline Sciamma, Anne-Marie Sciamma, Hadi, David Federman, Christiane, Françoise Maujon, Dominique, Jean-Robert Barou, Odette, Yann Alexander, Joséphine et bien sûr Théo Boulanger et l'anti-inspecteur Pierre Mouchel. Accroche-toi, Peter. En attendant la saison 7, abonnez-vous sur patreon.com/cerno, Apple Podcast ou Spotify pour écouter les compléments d'anti-enquête. Bah oui. Pour approfondir l'enquête ou pénétrer dans les coulisses du podcast. Oui. Garder le contact. Oui. Et financer la suite de ce podcast. Ah oui, bien sûr. J'ai besoin de vous pour continuer. Oui, c'est vrai. En plus des nombreux compléments d'anti-enquête déjà en ligne, à partir de maintenant et jusqu'à la reprise, en automne, vous aurez droit à 2 compléments d'anti-enquête par mois. Le principe est absolument formidable. À la place des épisodes habituels. Merci beaucoup et à très bientôt. Bisous, à plus tard. Ciao, chérie.